Vous venez d'écouter Espoir noir de l'ombre dans Passage sur Radio Campus Bordeaux et on va maintenant passer à autre chose avec Claire qui a décidé de nous parler poésie comme tous les lundis et aujourd'hui de poitrine. Claire, c'est à toi. Bonjour. Poésie. Donc vous avez probablement suivi les débats animés autour des décolletés dans les lycées afin de déterminer si oui ou non il s'agit d'une tenue républicaine. Vous avez probablement aussi vu passer le sondage IFOP paru dans Marianne où la question suivante a été posée. Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement? Et là on vous liste les crop tops, décolletés et même les simples t-shirts laissant apparaître les bretelles de soutien-gorge. J'en viens à cette question. Les poitrines seraient-elles donc devenues incompatibles avec les espaces culturels? Souvenons-nous en septembre dernier de cette touriste expulsée du musée d'Orsay parce qu'elle portait un décolleté. Mais les poitrines et la culture n'ont pas toujours été en froid et c'est ce que je vous propose de voir maintenant avec un petit florilège de poèmes dédiés aux seins. En matière de poitrine, le poète qui s'est le plus fait remarquer est incontestablement Clément Marot, au XVIe siècle, puisqu'en 1535, dans un recueil nommé Épigramme, Marot a carrément dédié un poème complet, non pas à une poitrine, mais à un téton. Ce poème, connu sous le nom de Blason du beau tétin, tétin donc en moyen français téton, a rendu célèbre le style du blason, auquel beaucoup d'autres poètes se sont essayés après lui. Donc un blason, pour faire simple, c'est un poème qui rend hommage à une partie du corps de la personne aimée. Ça peut être un œil, une bouche, et là en l'occurrence, Marot a choisi le téton. Ce poème a tellement inspiré des générations de poètes qu'il y en a même eu une parodie, donc le blason du laid tétin. Et donc je vous propose de découvrir le blason du beau tétin de Clément Marot. Tétin refait, plus blanc qu'un œuf, tétin de satin blanc tout neuf, tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose, tétin dur, non pas tétin, voir mes petites boules d'ivoire, au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. Alors là, je coupe un morceau parce que c'est quand même un long blason. Et donc la fin, tétin qui t'enfles et repousses ton gorgerin de 2 bons pouces, à bon droit, heureux on dira, celui qui de lait t'emplira, faisant d'un tétin de pucelle, tétin de femme entière et belle. Donc ce poème, non sans un certain érotisme, est également une célébration vibrante de la poitrine et des femmes, finissant sur ce vers « tétin de femme entière et belle ». Ce sont les derniers mots du poème. La poitrine est ici traitée avec respect et même avec une certaine forme de sublime, comme un être incarné, puisqu'on lui dédie ici tout le poème, on lui parle, donc comme une muse à part entière. Parfois, mieux qu'une muse, la poitrine devient source de vie et symbole de divinité. Et c'est le cas notamment sous la plume de Rimbaud, qui en 1870, dans un très long poème intitulé « Soleil et chair », dont je ne vais lire qu'un extrait parce qu'il est vraiment très long, écrit « Je regrette les temps de la grande Cybèle qu'on disait parcourir, gigantesquement belle, sur un grand char d'airain les splendides cités. Son double sein versait dans les immensités le pur ruissellement de la vie infinie. L'homme suçait, heureux, sa mamelle bénie, comme un petit enfant jouant sur ses genoux. Parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. » Donc l'homme avec un H majuscule, l'humain chaste et doux. Donc ici Rimbaud évoque le sein maternel, car rappelons que femme vient du latin femina, celle qui allaite et qui a le pouvoir de donner la vie. À la même époque, Verlaine écrit lui aussi sur les seins. Je ne vous cite que 2 exemples car le sujet l'a beaucoup inspiré. Verlaine et les poitrines, c'était vraiment toute une histoire d'amour et ça pourrait être une chronique à part entière. En 1866, il écrit le poème d'amour brutal qui commence ainsi. Quand le dernier tissu de fine broderie descend de ton épaule et découvre tes seins, lorsqu'il tombe à regret de ta hanche nourrie et s'attarde à voiler la courbe de tes reins, quand tu laisses jusqu'à tes pieds choir la batiste, sans faire un mouvement, sans prononcer un mot, on croirait voir surgir quelques rêves d'artiste, du sein pâle et veiné d'un marbre sans défaut. Les seins sont ici érigés en œuvre d'art, en marbre, en rêve d'artiste.
Verlaine revient régulièrement à cette vision très artistique de la poitrine, à ses lignes et à ses formes, dans une dimension presque sculpturale. C'est notamment le cas dans Partie carrée, qui est un poème issu du recueil Femmes, au pluriel, qu'il publie en 1890 et où il oscille entre les fesses et les seins d'un quatrain à l'autre, mettant en lien les courbes de l'un et de l'autre, et qui termine ainsi. Mais quoi, vous quatre bons tyrans, despotes doux et justes, vous impériales et vous princiers, qui courbez le vulgaire et sacrez vos initiés, gloire et louange à vous, saints très saints, fesses très augustes. Dans un tout autre style, Pierre Louis, qui est surtout connu pour ses poèmes érotiques, a rendu hommage aux poitrines en 1890 dans un poème intitulé « Les chatouilles », issu du recueil « Et ta bouche en fleurs de lys ». Sursum corda, debout les seins, haut les cœurs blancs. Les doigts sont délicats autour des auréoles, la poitrine fleurie a trouvé ses corolles, et des frissons d'amour courent le long des flancs. Comme un ciel gonflé sous des rumeurs d'arbres, le sein vaste a pâli sous les veines de sang, et le mamelon chaud se dresse rougissant sur une dureté lumineuse de marbre. Oh, la démangeaison des seins, oh, lentement, les chatouilles au bout des ongles s'allumant, avec les feux du rut dans la nuit des prunelles, et la chair croit sentir deux poignards assassins entrés, mouillés encore de vulves éternelles, dans la rigidité douloureuse des seins. Alors là, certes, les seins sont érotisés, mais non sans un profond respect, puisque ce poème, plein d'empathie et de sensibilité, s'attarde vraiment sur la sensation dans un rapport très kinesthésique à la poitrine. Et ce premier vers est presque un appel à militer pour les décolletés. Sursum corda, debout les seins, haut les cœurs blancs. Ce vers pourrait être scandé comme un slogan. Certains auteurs se font plus entreprenants, et iraient bien cueillir cette poitrine. C'est notamment le cas dans l'extrait qui suit. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent. Alors notons au passage que là encore la poitrine est comparée à un fruit. Donc après Clément Marot qui fait dans les fraises et les cerises, nous voici donc maintenant dans le raisin. Ce texte plein de sensualité et d'envie de cueillir les délices de la poitrine, contre toute attente, est un extrait du Cantique des Cantiques, dans lequel on trouve également ceci. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Alors oui, comparer une poitrine à deux fans, c'est original. Mais certains poètes ont trouvé des comparaisons encore plus étranges. Baudelaire, dans Le Beau Navire, poème publié en 1857, dans Les Fleurs du Mal, compare une jolie passante à un navire. Et lorsqu'il en vient à décrire sa poitrine, je ne vous lis que cet extrait du poème, voici ce qu'il en dit. Ta gorge qui s'avance et qui pousse la moire, ta gorge triomphante est une belle armoire dont les panneaux bombés éclairent, comme les boucliers accrochent des éclairs. Boucliers provoquants, armés de pointes roses, armoire à doux secrets, pleine de bonnes choses. Oui, Baudelaire a vraiment comparé la poitrine de cette passante à l'armoire d'un bateau. Il fallait l'oser. Neruda, lui, va oser une toute autre comparaison. En 1924, dans un poème que l'on trouve fréquemment nommé sous le nom de Poème 8, puisqu'il va écrire, donc là je vous donne bien sûr la traduction française, puisque Neruda est un auteur espagnol. Donc il écrit « Et tes seins sont pareils à des escargots blancs ». Alors je vous laisse tenter de visualiser la poitrine de la dame. Que les seins soient symboles de la fertilité, de sensualité ou objets de comparaisons étranges, on peut dire pour le moins qu'ils inspirent. Si les poitrines et la culture se retrouvent à divorcer, qu'en sera-t-il alors de la poésie? Si les muses des siècles passés avaient banni les décolletés, qu'auraient fait nos poètes? Clément Marot aurait-il écrit le blason du col roulé? Lorsqu'en 1669 Molière fait crier à Tartuffe « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées », Molière est un visionnaire, républicain bien avant la République. Mais finalement, avec ces dictats d'éthique féminine, ne serions-nous pas en train de vivre une nouvelle école des femmes ?